Imagine que vous êtes à une table de négociation et que le gars en face de vous a une arme à la main. Vous n'en avez pas. C'est ainsi que l'Ukraine négocie avec la Russie depuis 4 ans. Chaque fois que l'Occident s'approche trop, Poutine rappelle à tout le monde son arsenal. Et cette stratégie fonctionne. Elle fonctionne parce que, de l'autre côté, rien n'est braqué en retour. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En 1994, l'Ukraine possédait le 3e plus grand arsenal nucléaire de la planète. Il y avait 1900 ogives. Et tu sais ce qui s'est passé ? Elle les a toutes remises en échange d'un morceau de papier. Le 9 août, le journal britannique The Telegraph a révélé un document qui est arrivé sur le bureau du nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Un document qui, s'il devient une politique officielle, remet une arme entre les mains de l'Ukraine pour la première fois depuis 1994. Et c'est pas un char, c'est pas un missile, c'est pas de l'argent. Je vais te dire exactement ce que c'est, et pourquoi l'Ukraine a attendu 32 ans pour cela. Allons droit au but, ce qui est écrit dans le document. Le Royaume-Uni propose son propre arsenal nucléaire pour protéger l'Ukraine. En d'autres termes, cela signifie que si la Russie utilise une arme nucléaire contre les Ukrainiens, les Britanniques répondront avec les leurs. Et cela porte un nom. On appelle ça le parapluie nucléaire. Cela peut sembler être un bouclier, mais en réalité, c'est autre chose. C'est une promesse de représailles. Le plan a été remis au Premier ministre Andy Burnham et à son conseiller à la sécurité nationale. Et il ne couvre pas seulement l'Ukraine. Il couvre aussi la Norvège, la Suisse et les Balkans occidentaux, dans la région de l'ancienne Yougoslavie. Maintenant, as-tu remarqué quelque chose ? Aucun de ces pays ne fait partie de l'OTAN. Autrement dit, aujourd'hui, personne dans le monde n'est obligé de défendre aucun d'entre eux. Ce serait la première fois qu'ils auraient quelque chose de similaire. Cette clause de défense du plan, d'ailleurs, est copiée des articles 4 et 5 de l'OTAN. Le fameux « attaquer un, c'est attaquer tous ». Sauf que l'idée n'est pas si simple. L'Ukraine aurait des choses à offrir en échange. Elle devrait maintenir une armée géante comme rempart permanent contre la Russie et ouvrir sa technologie de drones aux Européens. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attendait. Le Royaume-Uni veut aussi quelque chose dans cette affaire, et cela ne vient pas de l'Ukraine. Mais avant de te montrer le prix de tout cela, tu dois comprendre l'ampleur de ce qui est proposé. Regarde. Le Royaume-Uni est l'un des 3 pays de l'OTAN qui possèdent l'arme nucléaire. Les 2 autres sont les États-Unis et la France. L'arsenal britannique est le plus petit des 3. Il compte environ 225 ogives au total, selon le Bulletin of the Atomic Scientists. Parmi celles-ci, au maximum 120 sont prêtes à être utilisées à tout moment. Et, contrairement aux autres, elles sont toutes sous l'eau. C'est parce que le Royaume-Uni n'a pas de missiles en silo, ni de bombardiers nucléaires. Il possède 4 sous-marins de la classe Vanguard. Et au moins l'un d'entre eux est toujours en mer, quelque part, chargé. Depuis la mer du Nord ou la Baltique, ces sous-marins peuvent atteindre le cœur de la Russie. Et c'est cela qui est sur la table en ce moment. Parlons du prix. Celui qui a rédigé la proposition, c'est cet homme ici, Nick Boles, ancien député conservateur qui a quitté le parti à cause du Brexit. Il n'occupe aucun poste aujourd'hui, mais il possède quelque chose de précieux, des entrées. Et ce qu'il propose, c'est qu'en échange de tout cela, le Royaume-Uni puisse à nouveau vendre en Europe sans droit de douane et sans formalité douanière. C'est précisément cela qu'ils ont perdu lorsqu'ils ont quitté l'Union européenne lors du Brexit. Et ils ne veulent que le bon côté de l'affaire. Sans accepter l'immigration, sans adopter l'euro, sans revenir dans le bloc. Autrement dit, ils veulent récupérer ce qu'ils ont eux-mêmes jeté. Et ils payent avec l'arsenal nucléaire. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics.
Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée, avec Incogni. Et tu sais, Bollès ne cache pas ses intentions. Il l'a dit franchement au Télégraphe. Il a dit que si le Royaume-Uni essaie de négocier uniquement l'accès commercial, tout seul, il va échouer. Mais que si le Royaume-Uni intègre la demande à une proposition qui résout le problème de l'Ukraine, ce sera beaucoup plus facile à vendre. Selon lui, on peut expliquer que ce n'est pas un accord britannique égoïste. C'est en fait un accord que les Européens peuvent utiliser pour résoudre leurs propres problèmes. En pratique, ils utilisent la survie d'un pays envahi comme papier cadeau pour une demande tarifaire. Et il y a un chiffre qui explique pourquoi les Britanniques tiennent tant à cet accord. Une étude de l'économiste Nick Bloom, de l'université de Stanford, réalisée avec des économistes de la Banque d'Angleterre, a calculé que le Brexit a coûté 6% à l'économie britannique en 10 ans. Pour moi, ce n'est pas de la générosité. C'est un pays qui a cessé de croître, essayant de transformer la seule chose vraiment précieuse qui lui reste en monnaie d'échange. Sauf que, pour l'Ukraine, cela importe peu. La vérité, c'est qu'un pays qui subit les coups d'une puissance nucléaire depuis 4 ans n'a pas le luxe de refuser une protection sous prétexte que l'autre agit par intérêt. Il accepte et il remercie. C'est aussi simple que ça. Ce que l'Ukraine veut vraiment savoir, c'est si, cette fois, la promesse vaut quelque chose. Parce qu'elle a déjà eu une promesse auparavant. Et pour comprendre pourquoi elle n'a rien valu, il faut revenir à 1991. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Et l'Ukraine s'est retrouvée du jour au lendemain 3e puissance nucléaire de la planète. Ce n'était pas son choix. C'était des armes soviétiques qui se trouvaient sur le territoire ukrainien lorsque la musique s'est arrêtée. Environ 1900 ogives stratégiques. Les codes de lancement étaient entre les mains des Russes. Mais les armes étaient sur le sol ukrainien. Et cela donnait aux Ukrainiens une carte de négociation qu'aucun autre pays nouvellement né ne possédait. Les États-Unis et la Russie voulaient que tout cela soit démantelé. Et ils ont fait pression ensemble. L'Ukraine a négocié. Et le résultat a été signé le 5 décembre 1994. À Budapest, avec Clinton et Yeltsin, le président ukrainien Kuchma et le premier ministre britannique John Major à la même table. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie se sont engagés à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine. Et l'Ukraine a remis les 1900 ogives à la Russie. Sauf que, voici le détail le plus important de cette histoire. Le document officiel en anglais n'utilise pas le mot garantie. Il utilise un autre mot en anglais, assurance. En pratique, cela change beaucoup de choses. Parce que la garantie oblige à agir. Quant à assurance, qui pourrait être traduit par garantie, en réalité cela a plutôt le sens d'un engagement politique ou d'une promesse de bonne volonté. En d'autres termes, cette garantie n'oblige personne à envoyer un soldat.
Et les négociateurs américains ont choisi ce mot intentionnellement. Stephen Pfeiffer, qui dirigeait la délégation des États-Unis, l'a expliqué plus tard sans détour. Ils n'étaient pas prêts à prendre un engagement militaire. Malgré cela, c'est le Kremlin qui a déchiré tout le document. En 2014, la Russie a annexé la Crimée. En 2022, a envahi tout le pays. Et tu sais ce qui s'est passé quand l'Ukraine a voulu faire valoir ce qui était écrit ? Avant que je réponde à ça, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce qu'on suit la guerre en Ukraine chaque semaine. Eh bien, tu peux entendre la réponse de Zelensky lui-même. En janvier 2025, il a donné une interview de 3 heures au podcasteur américain Lex Fridman. Et, dans un extrait, il arrête tout pour parler de Budapest. Et je veux comprendre à quoi cela ressemblerait, quel type de garantie de sécurité satisferait l'Ukraine et satisferait la Russie. L'Ukraine a avant tout besoin de garanties de sécurité. Nous sommes en danger. C'est justement pour cela qu'elle porte ce nom. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Écoute ce qu'il dit. Il raconte qu'il y avait 5 garants. Les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. Et ensuite la France et la Chine s'y sont jointes. Concernant le mémorandum de Budapest. Le mémorandum de Budapest comprenait des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Au début, 3. Les garants de sécurité les plus importants pour l'Ukraine. 3 amis et partenaires stratégiques de l'Ukraine. C'était dans l'accord. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine se sont jointes. Il y avait 5 États qui... Et là il dit très clairement qu'il y avait un mot en anglais là. La fameuse assurance. Et il ajoute en disant: ce n'est pas du tout une garantie de sécurité. Ce ne sont même pas des garanties de sécurité. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas une garantie de sécurité. Parce que d'une part, ce sont des garanties de sécurité, mais il y avait un mot anglais, si je comprends bien, assurance. Cela se traduit par assurance. Assurance, n'est-ce pas? Et ce document prévoyait également des consultations. Si l'intégrité territoriale de l'Ukraine était violée, par exemple, tous les signataires devaient se réunir. Zelensky dit que l'Ukraine a envoyé ses lettres 3 fois. Une après la Crimée, puis après le Donbass. Et encore en février 2022, alors que le pays était envahi en temps réel. Et tu sais ce qui s'est passé ? Silence. Personne n'a répondu. Personne n'est venu. Aucune consultation n'a eu lieu. Et il résume ce qu'il reste de tout ça avec une image que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Il appelle ça un train chargé de papier usagé. Dans le premier wagon, le mémorandum de Budapest. Dans le deuxième, les accords de Minsk. C'est pour cela que la proposition britannique intéresse les Ukrainiens, même avec cette étiquette de prix qui y est collée. Après 32 ans, l'Ukraine ne veut plus de papier. Elle veut quelqu'un d'armé, qui prononce son nom à haute voix. Et tu sais, elle n'est pas la seule à être arrivée à cette conclusion. Il y a un pays dans le nord de l'Europe qui n'a attendu la proposition de personne et a résolu son problème tout seul, en juin. Je te montre à la fin, parce que c'est la partie qui a le plus irrité le Kremlin. Mais avant, il reste une question évidente. Pourquoi le Royaume-Uni ? Pourquoi pas les États-Unis, qui possèdent le plus grand arsenal de la planète ? Et la réponse à cela est survenue en mai, en Allemagne. Le 1er mai de cette année, le Pentagone a annoncé qu'il allait retirer 5000 soldats américains du territoire allemand. Et regardez le mot que le porte-parole principal du Pentagone a utilisé dans le communiqué officiel. Il n'a pas écrit secrétaire à la défense, il a écrit secrétaire à la guerre. Et il y a une raison derrière cela. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré à un groupe d'étudiants que les États-Unis étaient humiliés par les négociateurs iraniens. 24 heures plus tard, regardez ce que Trump a dit à son sujet. C'est le président des États-Unis en train d'éreinter le dirigeant du plus grand pays de l'Union européenne, devant la presse, assis à la Maison Blanche.
Je veux dire, il fait un boulot catastrophique. Il a des problèmes d'immigration, il a des problèmes d'énergie, il a toutes sortes de problèmes. Et il a un gros problème avec l'Ukraine. Et le lendemain, le retrait des troupes a été annoncé. Faites attention à l'ampleur de cela. L'Allemagne accueille environ 35 000 militaires américains, la plus grande présence des États-Unis en Europe. Selon Reuters, une brigade de combat entière part, et une unité de missiles longue portée qui devait être envoyée à la fin de l'année a été annulée. La présence revient à ce qu'elle était avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Et Donald Trump a déjà prévenu que l'Espagne et l'Italie pourraient être les prochains. Maintenant, quelqu'un va dire que réduire les troupes en Europe a du sens, que c'est un héritage de la guerre froide, et c'est un argument honnête. Mais écoute ce type. C'est Sean Bell, analyste militaire de Sky News. Il a servi 10 ans en Allemagne, et il estime lui aussi qu'il est logique de réduire. Mais son point est différent, et c'est le point qui compte. Le problème, ce n'est pas le fond, c'est la manière. Après tout, cela a été fait en réponse directe à la critique d'un allié. Et c'est cela qui ouvre une immense fissure au sein de l'OTAN. Selon ces mots, cela donne l'impression que l'alliance est fragmentée et encourage la Russie et la Chine. Selon le Washington Post, l'OTAN elle-même a déclaré qu'elle essayait encore de comprendre les détails de ce plan. En d'autres termes, les alliés n'ont pas été consultés à l'avance par les Américains, ils ont seulement été informés. C'est pour cela que Bolz a rédigé sa proposition. L'argument central qu'il utilise est que rien ne garantit que le président américain, aujourd'hui ou dans 10 ans, défendra l'Europe comme il défendrait son propre territoire. L'expression qu'il a utilisée était « défendre l'Europe comme si c'était le Kansas ». Maintenant, il y a une grosse faille dans cette proposition britannique, et je vais pas te le cacher. Les missiles Trident qui se trouvent à l'intérieur des sous-marins britanniques ne sont pas britanniques. Ils sont loués à partir d'un stock commun avec la marine américaine. Et les sous-marins du Royaume-Uni retournent périodiquement dans une base américaine, à Kings Bay, dans l'état de Géorgie. Les Britanniques peuvent tirer sans demander la permission à qui que ce soit. Il n'existe pas de code américain bloquant le système. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est maintenir ce système en fonctionnement seul pendant de nombreuses années. Et regarde ça. En 2025, Rand Europe a publié une étude commandée par le ministère britannique de la Défense lui-même, analysant ce que les militaires russes écrivent à ce sujet. Et la conclusion est que les Russes considèrent l'arsenal britannique comme une menace crédible, capable de causer des dommages inacceptables à la Russie. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'égaler le nombre d'ogives. La Russie en possède environ 4400, selon le Nuclear Notebook de cette année. Quant au Royaume-Uni, il en a 120 prêtes. Mais cette différence n'est pas ce qui compte, car il suffit de pouvoir détruire ce que l'ennemi ne peut pas se permettre de perdre. Maintenant, revenons au pays que j'ai mentionné tout à l'heure. Prenez le cas de la Finlande, qui a passé toute la guerre froide sans choisir de camp. En 1987, elle a interdit par la loi toute arme nucléaire sur son territoire, même en temps de guerre. Cette loi a duré près de 40 ans. Le 17 juin de cette année, le Parlement finlandais l'a abrogée. 125 voix pour, 61 contre. Le président Alexandre Stubb a signé le 26, et le changement est entré en vigueur le 1er juillet. La Finlande dit qu'elle n'a pas l'intention d'accueillir la moindre ogive. Mais la voie légale est ouverte. Et la Finlande a 1340 km de frontière avec la Russie, la plus longue de tous les pays de l'Union européenne. Et la réaction du Kremlin a été immédiate. Ils ont déjà déclaré que la Finlande commence à menacer la Russie. La vérité, c'est que Poutine a passé toute sa carrière à utiliser la peur nucléaire comme un bouclier. Et il a fait cela pour paralyser l'Occident.
pour empêcher que quelqu'un ne s'approche. Mais le résultat en pratique est tout autre. Il s'est réveillé avec la Finlande à sa frontière, avec l'Europe qui se réarme. Et avec le Royaume-Uni proposant de protéger l'Ukraine avec son propre arsenal. La carte la plus forte que Poutine possède est en train de lui être retirée des mains. Rien de tout cela dont nous avons parlé jusqu'à présent n'est encore devenu une politique officielle. Mais quand cela avancera, nous serons là pour suivre ça. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive. À la prochaine vidéo.